Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. C'est avec une grande joie que je reçois aujourd'hui Myriam Braiki. Myriam est autrice, sexothérapeute et thérapeute de couple. Et c'est avec son regard bienveillant que nous allons discuter ensemble du rapport au corps, de la sexualité et de nos relations avec l'autre. Cet épisode a totalement sa place, je trouve, dans ce podcast, car vous allez découvrir que le concept de zone de confort s'inscrit dans le rapport que nous avons avec notre sexualité et celle que nous partageons avec notre partenaire. Il est totalement possible de sortir d'un confort en développant notre curiosité et en communiquant. Et il y a encore tant de choses pertinentes que Myriam nous livre dans cet épisode, alors j'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Myriam, je suis super contente de te retrouver cette fois-ci sur mon podcast parce que ça fait déjà quelques temps que l'on se connaît et je suis très ravie de pouvoir faire cet épisode avec toi. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à mes auditeurs et auditrices qui tu es, quel est ton parcours et toutes ces choses-là? Bonjour Émilie, d'abord je te remercie de m'inviter sur ton podcast. Alors, moi je suis Myriam, je suis thérapeute de couple. C'est toujours impressionnant de dire je suis, tu vois. Je suis identifiée comme, mais en fait je suis plein d'autres choses qu'une thérapeute de couple et une sexothérapeute. Je suis également une maman de 2 enfants, de 2 filles, 2 ados. Je suis divorcée depuis 10 ans, je suis en couple. Je suis en couple non cohabitant, donc je vis seule avec mes filles. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et je suis au cabinet maintenant depuis septembre, uniquement sur un gros mi-temps en présentiel. Voilà, suite à quelques soucis de santé. Voilà, voilà, je prends soin de moi. D'accord, super, c'est super important de prendre soin de soi finalement. Ouais, ouais. On n'y Hmm. pense pas assez, on invite les personnes à le faire et nous-mêmes, on est dans le truc et puis on ne fait pas assez pour nous, quoi. Donc la Hmm. vie, elle nous rappelle parfois que c'est important. C'est vrai, ok, super. Bah écoute Myriam, je t'ai demandé de venir aujourd'hui sur ce podcast parce que je connais un peu ton expertise, entre guillemets, et ta façon de voir les choses dans la vie en général. Et ton avis m'intéresse par rapport au sujet des sorties de zone de confort et de la sexualité et du rapport au corps. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai proposé de faire cet épisode de podcast sur ce sujet-là. Donc, peut-être que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment, qui ont vu le titre de l'épisode, ont sûrement plein de questions à se poser par rapport à l'idée de est-ce que c'est possible de sortir d'une zone de confort ou pas par rapport à ces sujets, à ce sujet-là de sexualité et de rapport au corps, tu vois. Est-ce que déjà, c'est quelque chose qui pour toi te parle comme sujet? La sortie de zone de confort, ouais, évidemment. Évidemment, elle me parle. Alors, si moi, je devais en donner une définition hein, qui m'est propre, du coup, ça serait... on est dans un quotidien, etc., qui fait qu'on se sent bien, en fait, parce qu'on a construit tout ce qui permet de se sentir bien dedans. Et sortir de sa zone de confort, ça permettrait peut-être, en tout cas, ça demande d'aller au-delà et puis de prendre des risques. Pour moi, c'est ça, la sortie de zone de confort. C'est savoir prendre des risques et puis se dire qu'on va probablement y laisser des choses qui ne nous conviennent pas, mais on va aussi y gagner, quoi. Mmh, ok. Et est-ce que du coup, pour toi, il y a un lien possible, entre guillemets, entre une sortie de zone de confort et le rapport au corps et la sexualité en général? Ouais, moi j'en fais un grand de lien zone de confort et sexualité notamment. Et je le retrouve beaucoup dans la principale thématique hein, qu'on a en sexothérapie, pardon. Ça va être la monotonie sexuelle, tu vois. Typiquement, quand la personne va me dire, bon, ben voilà, c'est super quand on fait l'amour ensemble, mais j'arrive pas à y revenir, ça reste très ponctuel du coup, mais pourtant c'est super bien, quoi.
Et souvent, je leur demande la manière dont ils font l'amour, tu vois. Et ils me répondent, ben, en fait, c'est assez conventionnel, en fait. On sait très bien comment se donner du plaisir l'un à l'autre, on se connaît par cœur, c'est génial. Et donc, du coup, on va un petit peu à l'essentiel. Et là, pour moi, tu vois, le lien, je le fais, c'est-à-dire zone de confort, quoi. On va à l'essentiel parce que plus facile, parce qu'on se connaît, parce que peut-être plus rapide, parce qu'on n'a pas le temps, parce que. Et en fait, on n'est plus curieux, on développe pas, on sort pas de sa zone de confort. Et du coup, ça nous amène à une des problématiques du désir pour le ou la partenaire, c'est la monotonie sexuelle. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que quand il y a une monotonie sexuelle dans un couple, ça peut aussi être lié au fait que dans la vie, bah, il y a des changements, on évolue tous, et donc du coup, en fonction des étapes de la vie, on peut potentiellement pas bien se sentir dans notre corps ou moins bien. Et du coup, est-ce que pour toi, ça peut jouer ou pas? Alors, oui, bien sûr que ça joue. Tu vois, on imagine qu'une personne va traverser des problèmes de santé mentale, un postpartum, une maladie, une non-disponibilité pour X raisons, tu vois. Euh, mais pour moi, ça va au-delà de la zone de confort. Là, on n'est plus dans une espèce de zone de confort parce que je pense qu'on ne la cherche pas à ce moment-là, cette zone de confort. Tu vois, là généralement, l'intimité et notamment la sexualité, elle peut ne plus être présente. Tu vois, tout simplement, et on ne la cherche même pas à ce moment-là, tu vois. Sauf que, du coup, ça nous demande, à mon sens, au-delà de la zone de confort, de communiquer, en fait. Hmm. Communiquer, Hmm. tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Comment je peux être aidant ou aidante pour toi? De quoi tu aurais besoin? Est-ce que la sexualité à ce moment-là, c'est important pour toi? Oui, non. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je parle surtout de tendresse, là, tu vois, de pas perdre la connexion, en fait, hein, entre les deux personnes. Et la connexion, pour moi, elle va passer et par la communication, dans un premier temps, et du coup, cette communication qui amènera une proximité, une complicité et une intimité. Ok, c'est hyper pertinent. Mais du coup, si je comprends bien, euh, toi, ta façon de travailler, c'est en général avec le couple, c'est ça? C'est pas Alors, individuellement. Si, il y a les deux. Si la personne, elle se questionne sur sa sexualité et qu'elle n'est pas en couple, évidemment, je la reçois seule. Si la personne est en couple, j'aime recevoir les deux personnes parce que la personne, elle arrive et elle a son regard, elle a sa lecture de ce qui se passe, mais ça n'est que la sienne, tu vois. Et moi, évidemment, je lui dis, moi, je veux bien vous entendre, c'est OK, mais j'ai besoin d'entendre la lecture de l'autre. Donc, très rapidement, généralement, on se retrouve à trois au cabinet. D'accord. En fonction du coup des problématiques des personnes que tu reçois, que ce soit un couple ou une personne individuelle qui s'interroge sur sa sexualité, l'action de vouloir bousculer un petit peu des habitudes et donc du coup en un sens sortir d'une zone de confort, parce que pour moi la définition d'une sortie de zone de confort, c'est simplement le fait de déjà commencer à se positionner avec un autre regard. Pour moi, c'est déjà une sortie de zone de confort, tu vois. Ça peut être de l'action, ça peut être de la réflexion. Donc, je me doute que ces personnes qui viennent te voir, elles sortent de leur zone de confort, que ce soit individuellement ou à deux. Quelles sont les choses que tu peux leur dire à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des différences déjà du fait qu'il y ait deux personnes ou une? Oui, il y en a. Si la personne, elle est pas en couple, évidemment, elle va faire le travail toute seule. Déjà, ça, c'est la première chose, tu vois. Elle va faire le travail pour elle, toute seule. Elle va, elle va, elle va essayer de réfléchir un petit peu à comment elle perçoit les choses ou vers quoi elle a envie de tendre, tu vois. Quand ils sont deux, on est deux à faire. On bosse en équipe, là, à ce moment-là, tu vois. On est deux à avoir une réflexion. On est deux à se poser des questions. On est deux à essayer d'y répondre, à mettre des choses en place. Et du coup, tout ça, ça va nourrir le fameux nous, tu vois, la relation de couple, en fait. Donc, l'approche, pour moi, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même parce que seul, bon, bah, ça dépend que de toi. Pour moi, à deux, on est les deux à faire un pas l'un vers l'autre. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place? C'est hyper intéressant parce que moi, c'est la première fois que je crois que j'ai réfléchi, peut-être que les personnes qui nous écoutent aussi vivent ça en ce moment, je sais pas, à la notion de sortir d'une zone de confort, mais à deux. Je trouve ça hyper intéressant parce que j'avais toujours un peu imaginé que une sortie de zone de confort, c'était très personnel parce que ça dépendait finalement de comment on visualisait, on percevait les choses autour de nous, notre environnement. C'est un peu une forme de notre vérité. Il y a plein de vérités, mais c'est notre vérité. Et je me dis, c'est hyper challengeant de partager notre vérité à quelqu'un d'autre et d'essayer d'en créer une à deux, en fait.
Alors, j'adore, moi, cette notion de vérité parce que c'est quelque chose que j'aborde énormément en thérapie de couple et en sexothérapie. C'est-à-dire que on va construire notre vérité en fonction de notre chemin de vie, hein, et ce qui résonne pour nous, nos expériences, nos traumas, nos blessures, nos moments de joie aussi, tout ce qui a construit notre confiance en nous. Et souvent, je dis, mais en fait, est-ce que déjà, tu sais ce qu'il y a dans le sac à dos de ton ou ta partenaire, quoi? Parce que c'est facile de dire, bon, bah, il ou elle est comme ça, sauf que il ou elle est comme ça, c'est louable, on n'a pas à le discuter, en fait, parce que ça fait partie de lui. Mais du coup, qu'est-ce que on met chacun de notre sac à dos dans notre nous, en fait, tu vois? Et comment, du coup, on construit ça? Souvent, en thérapie de couple, en sexothérapie, pardon, la personne, elle arrive en disant, j'ai la problématique. J'ai un dysfonctionnement érectile, c'est moi le problème, madame, je n'ai pas de libido, etc. Et souvent, ils sont assez surpris parce que je leur dis non, c'est votre problématique. Et le ou la partenaire a un rôle à jouer là-dedans. Tu viens me parler de quelque chose qui concerne un couple, donc un nous. Tu n'es pas la seule problématique là-dedans. C'est-à-dire que la personne, par ses actions, par les paroles, par les faits, elle vient impulser quelque chose aussi dans ce que tu es, tu vois, ou bah, ça manque de communication, ou elle ne t'entend pas, ou elle met des choses en place qui ne te correspondent pas, etc. Et effectivement, ça vient causer le nœud, la problématique, baisse de libido, problème érectile, etc. Mais elle a aussi une part à jouer là-dedans, tu vois. Et cette personne-là, il faut qu'elle puisse aussi mettre un peu la main à la pâte pour qu'on puisse du coup équilibrer cette intimité de couple. Ouais, je vois. Et donc, du coup, ça voudrait dire que ce serait un peu la première petite sortie de zone de confort pour cette personne-là dont tu parles, par exemple, parce que il faut d'abord qu'elle arrive à changer de regard pour pouvoir ensuite commencer une thérapie ou à travailler sur ses problématiques, non? Alors oui, tu sais, la première sortie de zone de confort qu'elles font, ces personnes-là, c'est d'aller consulter pour moi. Bon, Tu c'est vois, très juste, je suis d'accord. je me dis, waouh, elles arrivent dans un cabinet où effectivement, en tant que thérapeute de couple ou sexothérapeute, on va aborder forcément l'intimité et rapidement, hein, parce que bah, on a 1 heure, donc bah, on y va, hein, il faut qu'on puisse en parler. Et ça, c'est déjà une sortie de zone de confort, de dire, je vais aller exposer mon intimité à une personne que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas encore de lien, tu vois, et je vais lui demander conseil, quoi, ou je vais lui demander de m'accompagner. Donc ça, c'est une première sortie de zone de confort. Derrière, la deuxième sortie de zone de confort, ça va être de dire, OK, si elle vient toute seule, il va falloir maintenant que j'en parle à mon partenaire et que je le persuade que c'est utile qu'il soit avec moi, du coup, dans l'intérêt de notre couple. Tu vois, la personne, elle va venir, elle va aussi sortir de sa zone de confort. Et ensuite, la sortie de zone de confort, pour moi, ça va être de dire, OK, vous avez votre regard. Et moi, le regard, je ne discute pas des personnes qui sont là parce que pour moi, il est OK le regard qu'ils ont, tu vois. Comme je te disais, en fonction de leur vérité, leur chemin de vie, etc. Mais moi, j'ai juste envie de leur dire, bah, OK, il y a le regard numéro 1. Et ben, regardez, on peut aussi avoir un regard numéro 2, 3, 4, 5, 10. Et qu'est-ce qui vous intéresserait comme autre regard là? Comment on pourrait aller vers un autre regard et comment on pourrait faire évoluer cette relation de couple, cette intimité de couple qui semble être problématique pour vous aujourd'hui? Hmm, ok. Il y a un truc dont tu viens de parler qui m'a un petit peu interpellée, donc du coup, je me permets de te poser la question. Euh, je me demande en fait, dans ton travail, tout ça, euh, le lien. En fait, je recommence, j'ai l'intime sensation que dans ton travail, la notion d'estime de soi en termes de, pas de valeur qu'on a, mais de l'image qu'on a de nous-mêmes, de notre corps, donc qu'il y ait des complexes ou pas, principalement dans la société, on parle plus de complexes en général, mais justement la notion du vrai amour de soi, de se regarder dans la glace et d'aimer son corps, j'ai l'impression que c'est intrinsèquement lié en fait avec le fait d'avoir une sexualité entre guillemets alignée avec qui on est, quel que soit le partenaire qu'on a. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que tu voudrais dire, c'est au plus je suis à l'aise, est-ce que tu vas me dire si j'ai bien compris, mais est-ce que au plus je suis à l'aise avec mon corps, avec ce que je représente, avec celle que je suis ou celui que je suis, au mieux je peux du coup développer mon intimité, ma sexualité, ou en C'est tout cas ça. au plus je peux me libérer, Oui, en tout cas, de libéré. l'intimité. Ouais, Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je pense que c'est effectivement très lié. Plus je vais me sentir bien dans mon corps, plus je vais me sentir aussi légitime, tu vois, à explorer, à expérimenter, à proposer, mais bien dans mon corps. Et j'ai aussi envie de dire, au-delà du corps, pour moi, c'est déjà être bien avec sa construction sexuelle. Qu'est-ce que j'en comprends? Comment on m'a éduqué? Qu'est-ce que j'ai envie de faire bouger? Est-ce que je me sens légitime à le faire? Est-ce que c'est OK pour moi? Une fois qu'on a travaillé ça, là, on va se dire, bon, OK, allez, j'ai déconstruit certaines choses, etc. Je suis OK avec ça. Maintenant, comment je me sens avec mon corps? Parce que du coup, j'ai besoin de mon corps. Tu vois, pour mon intimité, j'ai besoin de lui, en fait. J'ai besoin de le ressentir. J'ai besoin d'être complètement connecté à lui. J'ai besoin d'en prendre soin. J'ai besoin de tout ça. Donc ça va être le deuxième travail. Et puis ensuite, du coup, vu que les deux, la communication, tout ça, légitimité, tout sera OK, plus le côté corporel, sera OK aussi. Là, on va pouvoir du coup faire, j'ai envie de dire, un good job. Ouais, je vois. C'est hyper pertinent. Je, là, je viens vraiment de prendre conscience des étapes, en fait. Il y a une certaine logique, finalement. Moi aussi, dans mes accompagnements, quand j'accompagne les personnes, il y a un énorme travail pour déconstruire les croyances qu'on a liées à l'éducation, liées à l'école quand on était petit, liées à la société. Et en fait, je savais pas qu'on faisait aussi ça avec la sexualité. C'est hyper Ouais, pertinent. et bien sûr, toute la déconstruction ou tout l'apaisement, ou comme d'autres thérapeutes diraient, la guérison de certaines blessures et traumas aussi. Trauma, parce que tu vois, si j'ai été victime d'agression sexuelle, si il va falloir, avant même de chercher à développer, d'aller un petit peu plus en profondeur et de comprendre ce qui s'est passé. Typiquement, en sexothérapie, il y a toujours une anamnèse qui est faite. Moi, Hmm. j'ai besoin de savoir avec quelle histoire tu arrives, en fait. Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu t'es construit? Et avant de me dire, mais Myriam, j'ai pas de libido et je veux uniquement parce que les personnes arrivent avec un objectif. Je n'ai pas de libido, je veux retrouver ma libido. Et moi, je suis là à creuser et à dire, ouais, mais attends, moi, j'ai d'abord besoin, avant que tu la retrouves, de comprendre pourquoi tu l'as pas. Hmm. Et parfois, la personne, elle est un peu, elle comprend pas en fait, parce que, mais moi j'ai un objectif, du coup, pourquoi tu veux savoir pourquoi j'en ai pas? Mais parce que si on travaille uniquement la partie haute de l'iceberg, souvent je leur dis ça, si on travaille que, bah, ok, t'as pas trop de libido, allez, on va mettre en place une petite connexion intime une fois par semaine. Pour moi, là, je suis pas compétente, c'est de l'incompétence. Et c'est effectivement, la personne va faire en plus. Tu vois, par expérience, aujourd'hui, je sais que la personne va faire parce qu'elle se dit, bah, je vais payer une séance, elle est professionnelle, elle me dit de faire ça, je vais faire ça, mais elle me rappellera. Je sais qu'elle me Hmm. rappellera parce que ça tient pas, parce qu'on n'a pas été, on n'a pas été chercher en profondeur pourquoi. Et c'est quand on arrive à apaiser le pourquoi que finalement, la partie haute de l'iceberg, en fait, elle devient beaucoup plus facile et presque, j'ai envie de leur dire, vous avez presque même plus besoin de moi quand on sait pourquoi, en fait, parce que le haut de l'iceberg, du coup, il devient facile et vous savez tout à fait faire. Et vous Ouais. viendrez pas me chercher pour les mêmes choses. Vous n'allez pas venir me chercher parce que vous n'avez pas suffisamment de libido. Vous allez venir me chercher parce que vous avez envie d'être créatif et que vous avez envie de développer, d'avoir des conseils d'experts, tu vois. La problématique, du coup, elle s'efface parce qu'on a, du coup, apaisé le pourquoi, en fait. Ouais. Donc le plus gros travail, si je comprends bien, c'est le pourquoi. Et le reste, logiquement, comme tu dis, c'est le haut de l'iceberg et ça suit un petit peu tout seul puisqu'il y a une logique finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai créé, je sais pas, il y a quelques mois en arrière, tu vois, bon, tu connais la pyramide de Maslow. Bien sûr. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais créer la pyramide de l'intimité et du couple, en fait. Comment ça se passe, la pyramide de l'intimité et du couple? Bon, alors, je me suis dit, OK, la base fondamentale, c'est la communication, pour moi. La communication, pour moi, quand elle est saine et quand elle fonctionne bien, elle va amener une espèce de complicité. Non, de proximité, pardon, j'y vais dans l'ordre, hein. La communication va amener une proximité. Parce que je vais avoir une proximité avec mon partenaire, je vais du coup amener une complicité. OK? Pour moi, la complicité, elle amène l'intimité. Je vais être plus taquine, je vais plus me caler contre lui, je vais peut-être plus le toucher, etc. Et l'intimité, elle amènera la sexualité. Et du coup, je me suis dit, OK, donc, et souvent je leur dis, essayez de vous représenter cette pyramide. On ne peut pas travailler le haut, la partie sexualité, si le bas, il est bancal, en fait.
Ça peut pas fonctionner, ça. Moi, j'ai pas envie de connecter avec une personne, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, amicale, amoureuse, avec qui la communication, elle est pas top, avec qui j'ai aucune proximité, complicité. Enfin, donc, allons plutôt travailler la base et ensuite on arrivera tout en haut. Et ça m'amène souvent à leur demander d'ailleurs, quand ils viennent pour un problème de sexualité, de questionner la santé du couple en fait. Et ils sont super surpris, mais on vient pas pour de la thérapie de couple, nous on vient pour de la sexothérapie. Oui, mais c'est tellement lié en fait. Si t'es pas bien dans ton couple, t'auras pas envie de partager de l'intimité, même de la tendresse. C'est hyper intéressant. Quand je t'entends parler dans ma tête, il y a plein de choses que je comprends. C'est c'est vraiment pertinent. Ça me fait vraiment me poser plein de questions. J'imagine que les gens qui nous écoutent aussi. Euh, Surtout dans les relations de couple, quand ça fait longtemps qu'on est en couple avec quelqu'un et qu'il y a cette routine, tu vois, qui s'installe et que du coup, il peut y avoir, par exemple, la notion de, je sais pas, bon alors moi, je sais, j'ai déconstruit beaucoup de ça comme idée reçue. Peut-être que certaines personnes non, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent que il faut faire l'amour tant de fois, alors qu'en fait, pas du tout. Spoiler. Mais il y a encore ces croyances collectives qui pensent que ne pas faire l'amour pendant une durée indéterminée jusqu'alors avec dans une relation longue, c'est problématique, alors que pas nécessairement. Et je me dis, ces personnes-là qui sont dans ces croyances collectives, par exemple, et qui pensent qu'il y a un problème, j'imagine qu'il doit y en avoir qui viennent te voir pour ça aussi. Et du coup, c'est quand même un travail sur la base de la pyramide quand même, même si ça va bien en fait pour elle, tu vois? C'est exactement ça. Le problème de la fréquence dans la sexualité, il est, j'ai envie de dire, omniprésent au cabinet. Ouais, c'est Omniprésent. sûr. Et souvent, je leur dis, mais on est conditionné pour avoir un rapport hyper comptable à la sexualité. Je ne comprends pas pourquoi. Et je crois que depuis tout le temps, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, on entend, ah tiens, la sexualité, c'est 60, 50, 80% du couple. Moi, je ne comprends pas. Et déjà, la première question que je leur pose, c'est d'où sort ce chiffre, en fait? Parce que moi, je n'ai jamais vu ce chiffre-là. Et secondo, ça voudrait dire que tout ce qu'on construit à côté, tout ce qu'on traverse dans la relation de couple, tout ce qu'on met en place, ça vaudrait beaucoup moins que le sexe. Ça voudrait dire que je fais l'amour, moi, la moitié de mon temps dans ma relation de couple. Mhm. Mais c'est complètement faux, tu vois? Et puis, le fait d'être conditionné comme ça, et on l'est tous. Et puis, tu sais, moi, j'ai déconstruit il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Moi aussi, avant, pour moi, la sexualité, c'était hyper important. Genre, oh mon Dieu, ça fait une semaine qu'il ne s'est rien passé, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a, vraiment, c'est encore hyper récent, tu vois, et pourtant, je suis professionnelle de ça et je théorise autour de ça et tout ça. Mais bah, il y a un an, tu es au courant, j'ai traversé un cancer et du coup, forcément, ça m'a amené à, bah, du coup, à vivre d'autres choses que la sexualité pour toutes ces raisons et tout ce tsunami que ça provoque et pour soi et pour le corps, etc. Et puis là, je me suis questionnée, en fait, et je me suis dit, OK, on n'a pas eu de sexualité pendant X temps. Et en fait, je me disais, mais regarde tout ce que tu as vécu avec lui pendant ce temps-là, en fait. Et ça, aujourd'hui, j'en parle, je pourrais encore en parler avec beaucoup d'émotions, mais je me dis, aujourd'hui, ça a tellement plus de valeur, tu vois. Merci pour ce partage, Myriam. Ça a tellement plus de valeur. Et aujourd'hui, ma manière de percevoir ça, souvent, alors on en parle quand même de ce rapport un peu comptable. Des fois, on se dit, ah tiens, ça fait 2 semaines qu'on n'a rien fait. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai plus envie de dire, tiens, pourquoi on n'a pas fait ça depuis 2 semaines? Aujourd'hui, souvent, je lui dis, OK, comment tu le vis? T'es frustré? T'es pas frustré? Non, et toi? Non plus. Eh ben, OK, nickel, en fait. Et c'est OK. Et le jour où l'un ou l'autre dira, bah ouais, ça me manque un petit peu, je suis un peu frustrée, là, on communiquera et on verra, tiens, qu'est-ce qui fait que, pourquoi, comment on met quelque chose en place, qu'est-ce qui me manque, de quoi j'aurais besoin. Et ça fonctionne, quoi. Et aujourd'hui, c'est plus un problème pour moi. Un mois, 3 semaines, 2 semaines, une semaine, c'est OK, en fait. On questionne jamais pourquoi on fait trop l'amour. Mm. Et on Bah questionne pourquoi on fait pas assez l'amour, quoi. ouais, alors qu'au final, c'est pas une finalité en soi de faire l'amour parce que dans ta pyramide, tu as la notion de proximité et de complicité, de la tendresse. C'est pas nécessairement
Puis faire l'amour en général, enfin le terme faire l'amour, je trouve qu'il est assez large aussi. Ça peut être des caresses sous la couette, mais juste dans des tendresses, dormir l'un contre l'autre. C'est, je pense aussi qu'avec le temps dans les relations, la sexualité, faire l'amour en général évolue, tu vois. Il y a aussi une forme d'acceptation un petit peu aussi de, de changement. C'est une sortie de zone de confort aussi, le fait que la sexualité, elle change dans le rapport au couple, enfin dans le couple, tu vois. Euh, Elle change, elle n'est pas linéaire. Bien sûr. Elle est linéaire, tu vois. Pour moi, faire l'amour, je le mettrais dans la connexion tout court, tu vois. Et pour moi, dans la connexion, eh ben, il y a la connexion émotionnelle, il y a la communication, il y a la tendresse, il y a le partage, la création de souvenirs, il y a tout ça dans la connexion, tu vois. Il n'y a pas que faire l'amour dans la connexion. Et je Ouais, ne dis pas que faire l'amour, c'est pas important, hein, c'est pas mon discours, mais c'est pas plus important que d'autres moments hyper forts dans la relation de couple. ouais. Bah, c'est vrai. Moi, je trouve que bah, c'est un peu un carré, si ce n'est plus, d'une pyramide avec du ciment et bien, bien fixé, tu vois. Voilà. Euh, et dis-moi, Myriam, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui justement s'intéressent, entre guillemets, à ce lien bah, du sujet de l'épisode, la sexualité, le rapport au corps, que ce soit individuellement, avec soi-même ou en couple? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là, comme conseil un peu ou quelque chose comme ça? Par rapport à quoi, le conseil? Bah, un conseil que tu pourrais donner à des personnes qui s'interrogent et qui aimeraient sortir de leur zone de confort. Moi, je les encouragerais à être curieux. Je pense qu'une sexualité libérée, c'est avant tout être curieux. C'est pas tout pratiquer, c'est pas. Enfin, souvent quand j'amène la libération dans la sexualité, les gens me disent oui, mais moi j'ai des limites, hein, j'ai pas forcément envie d'aller en club libertin, j'ai pas ci. Pour moi, c'est pas ça être libéré sexuellement. Pour moi, être libéré sexuellement, c'est être curieux déjà, et puis de se dire ben tiens, j'aurais envie de tester ça, et puis ça, si j'aime, je garde, si j'aime pas, je mets de côté. Et la curiosité, elle amène à élargir en fait notre potentiel dans notre intimité. Être curieux de se découvrir déjà et avant tout, pour moi, avant de partager ma sexualité, déjà je connais mon corps, quoi. Mon corps, c'est pas un objet, c'est pas tu viens et tu te sers et puis moi-même je me connais pas pour X raisons parce que j'ai des tabous, parce qu'il y a beaucoup de pudeur, parce que je me suis construite de telle ou telle manière dans la sexualité. C'est plutôt je te partage mon corps et je vais t'expliquer ce que j'aime parce que c'est un moment qui doit être chouette ce moment-là et j'ai envie de partager un bon moment et tu vas pas venir juste entre guillemets te servir et puis moi je vais pas être dans l'attente que tu me donnes quoi, je vais être dans l'attente je vais avoir envie de t'accompagner et qu'ensemble il y ait une connexion. Donc curiosité, et la curiosité elle passe par plein de choses, elle passe par aujourd'hui, on est énormément à partager sur les réseaux, de professionnels à partager. Ça peut passer par le suivi de compte, juste pour se dire, ah tiens, ouais, j'ai jamais réfléchi à ça, je le mets dans un petit coin de ma tête, je vais y réfléchir. Ça peut passer par du podcast à écouter, des bouquins à lire, des sujets à aborder dans le couple pour savoir un petit peu l'autre comment il se positionne, ce qu'il en pense. Et puis peut-être expérimenter, ne pas avoir peur d'expérimenter en fait, et de se dire, c'est pas parce que j'expérimente qu'il va falloir que j'aime en fait. Ça c'est pareil, on se met une pression par rapport à ça, tu vois. J'expérimente et si j'aime pas, mais on s'en fout. Si t'aimes pas, tu mettras de côté en fait. Tu Mm. mettras de côté et tu pourras dire, bah moi ça c'est quelque chose que je connais. Bon, chez moi c'est pas ok quoi. Bah ok. Dans la vie, tu vois, on expérimente et puis on fait des flops. Et c'est comme si que dans la sexualité, on ne s'autorisait pas les flops, tu vois. C'est pas OK d'avoir des flops. Et pourtant, professionnellement, on en fait. Dans l'éducation avec nos gamins, on en fait. Dans la vie de tous les jours, on en fait. Amicalement, on en fait. Et puis sexuellement, ben, il faudrait que tout fonctionne, quoi. Et c'est comme le rapport à la masturbation, tu vois. Les personnes vont se dire, oui, mais quand je me touche, je ressens rien. Ou j'ai pas de plaisir. Ou la dernière fois, j'ai essayé de me toucher, puis j'ai pas eu d'orgasme. OK, donc tu t'es découvert à ce moment-là. C'est la première fois que tu te touches. Oui, pourquoi tu as cherché l'orgasme en fait? Pourquoi tu n'as pas juste cherché à ressentir? Tu vois, moi, je fais Ouais. vraiment la distinction entre j'érotise mon corps, je le découvre, et donc je ne vais pas chercher une finalité qui va être autour du plaisir, de l'orgasme, etc., qui ça viendra quand je vais me connaître, en fait. Par contre, je vais chercher à ressentir, à savoir ce que mon corps me dit, à noter ce qui se passe pour moi, et puis une fois que j'aurai compris comment mon corps fonctionne, et ce qu'il aime et ce qu'il aime moins, là, je saurai du coup quel chemin prendre pour me donner du plaisir. S'explorer, se masturber, pas la même chose.
C'est clair. Et du coup, inconsciemment, ou consciemment, je sais pas, je fais le lien avec mon métier de sophrologue aussi parce que il y a, il y a cette notion d'apprendre à écouter notre corps, nos émotions, nos pensées. Moi, j'accompagne les gens à réapprendre à s'écouter ou à se retrouver, tu vois, qui sont un peu bloqués dans le mental ou dans le corps à cause de la rapidité du quotidien. Et effectivement, ça a son sens dans tout ce dont on est en train de parler et la sexualité en général. C'est pas évident d'apprendre à découvrir notre corps ou le redécouvrir après un moment de vie difficile ou découvrir que on aime ça alors qu'avant on l'aimait pas. Ou un peu comme finalement les aliments, tu vois, ça change un peu. Un jour on aime, un jour on n'aime pas. Ou quand on était petit on n'aimait pas, maintenant on aime. Et il faut surtout prendre le temps de ce que je comprends. Prendre le temps et puis être curieux, déconstruire, peut-être Mhm. déjà. Ensuite, être curieux et se donner du temps et le prendre le temps. Le prendre, on le prend pour plein de choses, le temps, et on le prend peu, pas pour s'explorer ou même pour l'intimité, tu vois, ça revient à la zone de confort. Bon, ben, on sait faire, on sait où faut aller, bah, du coup, on va à l'essentiel, quoi. Et au moins, je suis sûre d'avoir du plaisir. Mais prenez le temps de faire l'amour différemment. Prenez le temps de vous explorer. Prenez le temps de tout ça, en fait. Mm. Parce qu'effectivement, savoir faire, c'est chouette. Et puis c'est très bien d'avoir aussi une sexualité où finalement on se connaît, puis que parfois elle rend bien service de se dire tac, 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 on sait où on doit aller, etc. Mais du coup, elle enferme. Elle enferme aussi. Elle enferme dans une monotonie. Tu vois, l'être humain de nature, il est curieux. Quand on pousse un bébé dans un caddie, je sais pas, entre 1 an et 3 ans, on va se rendre compte que, tu vois, il regarde partout, quoi. Il est très curieux. Il n'a pas de filtre, hein, l'enfant. Et nous, on a beaucoup plus de filtres, donc on fonctionne pas de la même manière. Mais souvent, je leur dis, la sexualité, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Moi, si je sais d'avance comment il va m'aborder, où est-ce qu'il va me toucher, qu'est-ce qui va se passer pendant, avant, après, mais je suis plus curieuse, en fait. Je suis plus curieuse. Quand tu fais un premier voyage, je sais pas, tu vas pour la toute première fois à Londres, tu vas le fantasmer à fond, ce voyage. Et puis, ça va super bien se passer, ce voyage, et puis tu vas y retourner l'année d'après. C'est plus du tout la même excitation, hein. Même si tu as aimé, c'est plus du tout la même excitation. En fait, tu vas te dire, bon, c'est chouette ce coup-ci, bah là, on ira voir ça, ça et ça. Alors que le premier coup, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Comment ils vivent les gens? Enfin, quelle est la culture, tu vois? Et ben moi, je leur dis, la sexualité, c'est pareil, en fait. Si tu développes pas, ben finalement, ce que tu connais, zone de confort, bon, bah, tu vas y aller quand on aura vraiment, vraiment envie et plus du tout dans, bah, tiens, viens, on va connecter un petit peu, on va voir ce qui se passe, quoi, ça va être cool, quoi. Hmm, trop bien. Ok, hyper intéressant, Myriam. Je te remercie beaucoup pour tous ces échanges-là. J'aurais envie de pouvoir en discuter encore plus longtemps. Donc, j'ai quand même une dernière question à te poser, quand même, que je pose à tout le monde Mm. à la fin de mes épisodes de podcast. C'est quelle est ta plus grosse sortie de zone de confort, si tu as envie de la partager? C'est un peu la question phare que je pose à toutes les personnes que je reçois. La plus grosse, ou en tout cas celle où j'ai pris, je crois, le plus de risques, ça a été quand je me suis mis à mon compte. En fait, j'avais un CDI, une voiture de fonction, tout ça. Et en fait, j'étais surtout seule avec mes gamines. Donc, je me suis dit, là, il n'y a pas de parachute d'un partenaire qui peut prendre le relais si toutefois ça fonctionnait pas. Et je quittais le salariat pour de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, l'entrepreneuriat, là, en fait, tu sais pas du tout si ça va marcher ou pas, quoi. Mais en fait, j'ai tout plaqué, j'ai démissionné et je me suis dit, là, en fait, tu fonces, tu te fais confiance, tu y vas. Alors, tu développes des choses, tu tentes, tu tâtes, mais je crois que ça a été ma plus grosse zone de confort et le plus gros truc qui m'a fait flipper dans ma vie de me dire, mais et si t'as rien, quoi? Et ben, en fait, je me suis dit, non, tu pourras pas avoir rien. C'est pas possible, en fait. Là, tu y vas et ça va marcher. Et en fait, je me suis vraiment entourée de good vibes, le mantra hyper positif. Et puis aujourd'hui, je peux dire que c'est la plus belle décision que j'ai prise, en tout cas dans ma vie. Et je me dis que finalement, ça a rempli mon réservoir aussi de confiance et d'estime, tu vois. Et je Hmm, pense que sortir de sa zone de confort, c'est aussi se remplir de plein de choses, tu vois. c'est clair. Ok, super. Bah, je te remercie. On finit correctement cet épisode avec ces mots hyper motivants, je trouve, et hyper positifs. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur Instagram où je suis assez active, hein, avec le compte myriam.thérapeute.
On peut me retrouver là. Ensuite, il y a mon site internet, myriambraiki.therapiesexo.fr. On peut me retrouver aussi sur ça. Et puis sur TikTok. Ah oui, j'ai vu. T'es hyper Ouais. active sur TikTok. Moi, j'arrive pas à comprendre comment TikTok ça fonctionne. J'arrive pas. Mais alors oui, t'es hyper active. Ça marche plutôt bien là-bas. Ouais, ouais, alors c'est pas du tout le même contenu, tu vois. Il y a Mm. vraiment beaucoup plus de pistes de réflexion, d'écrits, etc. sur Instagram, mais parce que ça nous le permet, hein, c'est la plateforme qui permet ça, qui permet ça. Et puis sur TikTok, j'essaie de plus m'adresser à une population un peu plus jeune, avec des trucs un peu plus chill, un peu plus fun. Donc vraiment, c'est deux dynamiques complètement différentes et deux manières aussi d'aborder le couple et la sexualité différentes. Donc je pense que voilà, c'est déjà pas mal pour me Bon, c'est retrouver. clair. Je mettrai toutes les informations en description de toute façon pour qu'on puisse te retrouver. Et eh bien, écoute, merci beaucoup Myriam d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et de permettre peut-être à mes auditeurs et auditrices de se questionner sur la notion de sexualité, de couple ou individuellement. J'espère qu'elles ont pu un peu trouver les réponses à certaines de leurs questions. Donc, merci beaucoup pour ce temps. Je t'en prie. J'espère aussi qu'en tout cas, ça leur apportera dans un premier temps des pistes de réflexion. Super. Après, step by step, hein. Ouais, voilà, c'est ça. La curiosité, prendre le temps, la pyramide, tout est Ouais. clair. Super. Voilà, voilà. Et ben, je te Merci. remercie. À très bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram @sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.